Je dirais sa géométrie variable. Dans ce sens, ça dépend de chacun. Des fois, ça dépend si hommes et femmes, on n'est peut-être pas pareil non plus. Voilà. Moi, j'ai une expérience d'homme. Et puis, souvent, c'est difficile d'accueillir l'amour ou l'affection. Surtout si quelqu'un a été trahi. C'est extrêmement difficile de retrouver la confiance, puis de faire confiance à l'autre. C'est pour ça que moi, je me souviens d'un prof en psychopédagogie qui nous disait, lui, il disait, tout se joue de 0 à 3 ans, ou à peu près, tu sais. Et il disait comment, si dans l'enfance, il y a un climat d'amour et d'affection, ça répare facilement les maladresses. Quand les parents ils ont un bébé, ils fondent une famille, il n'y a pas Emmanuel qui vient comment fonder une famille, ou bon, peut-être plus à cette heure, là, mais dans le temps. Alors, c'est sûr qu'ils aiment leur enfant, tout ça. Il peut y avoir des maladresses, trop sévères, pas assez sévères, etc. Mais il disait, lui, si au point de départ, il y a eu de l'affection, bien, l'enfant, il part du bon pied. Puis il va être capable de se laisser aimer. Si, par contre, il est trahi ou trop souvent déraciné, comme ça arrive, ceux qui vivent dans des foyers d'accueil, des familles d'accueil, on avait entendu parler, qui sont rendus au 7e, 8e, 9e, 10e famille d'accueil, puis ils sont constamment déracinés. Là, ils ont peur, là, tu sais. Alors, peut-être le plus difficile à recevoir, c'est la tendresse, c'est l'amour de l'autre. Oui, on entend ça souvent. Là, oui. Il y a des gens qui ont dit, je me suis usé dans le bénévolat, mettons, là. Puis là, j'ai fait ma part, c'est fini. Ça dépend bien gros des personnes, de leur cheminement. Il y en a qui sont, justement, peut-être trop donnés. Parce qu'à un moment donné, même dans l'Évangile, s'il y a quelqu'un qui se donnait, c'était Jésus. Puis à tout moment, spécialement dans l'Évangile de Luc, on a vu ça dimanche passé, Jésus part à l'écart seul. C'est pourtant, il y avait de l'ouvrage. Mais justement, il avait besoin de recevoir. Alors, si tu ne reçois pas, bien, on dirait que ta batterie, elle tombe à terre. Là. Puis là, tu n'es plus capable. Là, tu te dis, c'est fini. Mais si constamment, tu dis, OK, moi, c'est important de donner, mais pour moi, c'est important de recevoir. Et je connais mes sources. Je sais où je peux aller recevoir. Tu sais, sur le plan affectif, sur le plan spirituel, etc. C'est pour ça que les amitiés, souvent, c'est important. Je l'ai dit surtout, mais en tout cas en particulier pour des prêtres qui n'ont pas de famille. Parce que un peu les amitiés, c'est les sources où affectivement on peut s'abreuver. Puis moi, ben, je rends grâce à Dieu parce que tout au long de ma vie, j'ai eu des amitiés avec des couples qui m'ont nourri de manière extraordinaire. Je leur dis souvent, je ne serais pas le prêtre que je suis si je n'avais pas eu les amitiés que j'ai connues. Je dirais que, je n'ai pas fait d'études là-dessus, là, mais from the top of my head, comme on dit, c'est qu'on vit dans le monde actuel, depuis les années peut-être 60, dans l'aujourd'hui. On ne vit plus dans le long terme. Avant, on vivait dans un continuum. On venait... Moi, je me rappelle, il y avait comme des traditions. Je suis sûr que plusieurs parmi nous, on a vécu ça. Il y avait comme des rituels. Par exemple, le jour de Noël, on allait souper chez grand-père et grand-mère Charon.
Le jour de l'an, on allait dîner chez grand-père puis grand-mère Mador. Puis là, les Mador, ils jouaient aux cartes, au canasta, puis ils trichaient les Moses. Et puis on allait au souper chez grand-mère des Charons. Là, on dansait, on avait des 7 carrés. Ma chère, moi, j'ai vécu ça pendant 40 ans. De 0 à 40 ans, c'est extraordinaire. Tu sais, on était comme dans un continuum. Et là, aujourd'hui, on a comme plus ça, c'est le here and now, c'est l'instant présent. Et alors, on a peine à voir l'avenir, puis pouvoir projeter en avant. Et même, je lisais, on dit ça, c'est peut-être des lieux communs, que les milléniums, même le travail, tu sais, avant, tu trouvais une bonne job chez Bell Téléphone ou Hydro-Québec, ah ben oui. Ou à Longueuil, là, où ils font des Pratt & Whitney. Ben là, t'es gras dur, là. Moi, j'ai une maison. Il est rentré chez Bell à 16 ans, puis il est sorti de chez Bell à 65 ans. T'sais? Alors, mais il dit, les milléniums, ils ne veulent pas faire la même job toute leur vie, ils vont s'ennuyer. Alors, bon, moi, je m'en garde pourtant, là, mais pas plus que ça. Alors, il y a cet aspect-là qu'on n'est plus dans la continuité. Probablement que le deuxième aspect, c'est que on a vu des échecs autour de nous. Okay? Et le troisième, savez-vous, on n'a pas confiance en soi-même. On dit, moi, je ne serais jamais capable de m'engager. Et bien, on ne s'engage pas. T'sais. Mais je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais il y a quand même quelque chose, c'est que ça dépend beaucoup des personnes, parce que des couples qui ne sont pas mariés, puis qui vivent ensemble depuis 20 ans, 25 ans, puis qui ont des enfants, puis c'est beau. Il y a une forme d'engagement. Ce n'est pas paraffé chez le notaire, mais il y a une forme d'engagement. Mais je dirais, c'est surtout le fait qu'on vit dans une société de l'immédiat, du tout de suite, sans trop voir en arrière, en avant. Et ça fait qu'on a peine à entrevoir la continuité. Je pense que c'est peut-être ça qui joue le plus. OK. Merci beaucoup. OK. Bien, oui, je pourrais dire oui, merci. C'est sûr qu'il y a des engagements, probablement que le seul engagement, puis ça c'est intéressant, là, il y a des répercussions légales. J'allais presque dire le seul engagement, le seul, enfin, incontournable quand on s'engage là-dedans, c'est d'avoir un enfant. Mais là, quand tu as un enfant, là, tu t'engages. Le premier dont je parlais, vous vous rappelez, au début, là, le petit bébé, là, il y a un gros promis. Heureusement qu'il y a un promis. Puis il espère que le premier va tenir. OK? Puis quand tu as des enfants, moi je regarde, j'ai des amis justement, là, je vais aller souper là ce soir à Saint-Lambert, qui ont un garçon, 2 filles. Là, les garçons, le plus vieux, il est rendu à l'université. Puis moi, je les ai connus. Bien, ils sont engagés, eux autres, là. Avoir un enfant. Et j'entendais au niveau de la loi, ils veulent changer la loi, justement au niveau du mariage, parce qu'ils ont dit, ce qui est à peu près le seul engagement sur lequel on peut vraiment se référer, bien, c'est d'avoir un enfant. Donc, il faudrait que la loi s'articule plus autour de ça. Que c'est un enfant, bien là, tu t'engages, puis à quoi tu t'engages? Parce que le reste, s'il n'y a pas d'enfant, bien, ça se défait plus facilement, peut-être. OK? Alors, ça, c'est cet aspect-là. Et il reste qu'aujourd'hui, peut-être j'ose pas dire que c'est plus engageant d'avoir un enfant qu'avant, mais je regarde beaucoup de parents que je connais. Beaucoup, là. Bon, ben, c'est les cours de danse, les cours de yoga, le hockey pee-wee, le soccer. Alors là, ils font le taxi, hein? J'ai une amie, là, a eu une intervention pas grave, chirurgicale. Bien là, son mari, il dit, bien,
quelqu'un va t'accompagner. Moi, je ne peux pas. Il faut que je fasse le taxi, les cours de ci, puis les cours de ça. Alors ça, c'est beaucoup, beaucoup d'engagement dans les sports, hein, puis les arts. Tu sais. Et donc, ben, on est engagé beaucoup, beaucoup envers nos enfants. Et ce qui fait que, c'est très bizarre notre monde. En même temps, le réseau vrai d'engagement est comme rapetissé. Avant, c'était la famille élargie et même la paroisse, quand on vivait dans les villages. Tu sais, toute la paroisse se serrait les coudes. Aujourd'hui, le véritable engagement qui te mange puis qui prend ton temps, c'est la petite famille. Hein? Papa, maman, les enfants. C'est presque rien que ça. Et en même temps, ben, on est connecté sur le monde entier. C'est bizarre, hein? Comment c'est un peu contradictoire, là, tu sais. Alors là, on se rend compte que la famille, le mononucléaire, peut-être pas tant que ça, là, mais c'est la famille et c'est les amis. Vous direz que c'est les deux réseaux. Corrigez-moi si je dis une bêtise, là, mais c'est ce que je vois autour de moi. Je connais des gens pour qui c'est des amis d'abord. Parce que la famille, bon, les liens se sont un peu défaits, ou je ne sais pas quoi. Et puis, on ne choisit pas notre famille, mais on choisit nos amis. Et nos amis nous choisissent. Alors, je dirais, c'est sûr que ça joue beaucoup, ce fait que le réseau réel d'engagement est peut-être plus étroit. On n'a pas trop le sens d'une communauté un peu élargie. Chez nous, moi, je reste à la rue Louis-Riel, à Montréal. Bien, je connais les deux chiens du voisin d'en face. Bien, le monsieur aussi qui les promène. Et le monsieur qui les promène. Mais ça ne va pas plus loin, là, tu sais. Non. Ça s'arrête là. C'est pas mal ça. Moi, ma vocation, c'est bien plate. Hein? Il y en a qui ont des vocations extraordinaires. À un moment donné, paf, ils ont fait une vie de débauche et là, ils rencontrent Dieu, ils se convertissent. Puis moi, justement, c'est ce que je disais à mademoiselle, j'ai toujours vécu dans la continuité. Et puis, depuis que je suis tout petit, que le bon Dieu est dans ma vie. Puis, il est important. Et puis, depuis que je suis tout petit, que je voulais faire un prêtre. J'ai toujours pensé ça. C'est ce que je n'ai jamais pensé autrement. T'sais? Et puis, c'est drôle, je me souviens de toutes sortes de souvenirs. Hein? Pendant mes vacances, quand j'étudiais au petit séminaire, on était 6 enfants chez nous, puis ça coûtait cher. Alors, j'avais une job d'été, je travaillais dans une fruiterie. Et puis, moi, je travaillais, on avait une discipline chez nous, puis alors, le patron, il me trouvait que j'étais un bon employé, j'avais de la discipline, puis je mettrais de l'ordre, puis tout ça. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Puis j'ai dit, je vais faire un prêtre. J'ai dit, j'aime ça, moi, communiquer. Il dit, tu devrais faire un professeur, c'est bien plus payant. Ça avait été sa réaction. Et puis, mais j'ai eu des temps forts. Un des temps forts, il y en a eu plusieurs, là, mais dont je me souviens, c'est quand j'ai commencé mes études en théologie à l'Université Saint-Paul. On avait un professeur qui s'appelait Martin Roberge. Et avec lui, on a commencé au mois de septembre à étudier l'Évangile selon Marc. On a passé 3 mois. Pour moi, ça a été la révélation. J'ai découvert Jésus-Christ. Toute son humanité, son message, le rôle de l'évangéliste pour nous le faire découvrir, nous donner le goût de Jésus. J'ai comme été tellement frappé. Et là j'ai commencé à dévorer ou à me nourrir de la parole de Dieu puis de la Bible. Puis j'ai toujours tenu à ça constamment. Puis c'est ma nourriture. Chaque matin, je prends le temps de prier, puis c'est avec la parole.
que je médite, etc. Ça a été un des temps forts. Un autre temps fort, ben oui, je peux le dire. Un autre temps fort, ça a été le mouvement du cursillo, que dans le diocèse, je ne sais pas s'il y a des cursillés, si c'est des coloraises. Et donc, nous, les Montfortins, on avait une maison à Drummondville, près du village d'Antan. Vous êtes déjà allé? Bien, juste l'autre bord du chemin, on avait un grand domaine, un boisé, une maison de retraite. Moi, j'étais là pendant plusieurs années, pas tellement dans la maison, parce qu'on faisait de la prédication itinérante à travers tout le Canada. Et les cursillos, les fins de semaine de cursillos, ça faisait dans notre maison. Ben, moi, il me tapait ses nerfs, parce que ça commençait le jeudi soir, et nous, on rentrait de nos grandes tournées de prédication le jeudi soir. Tu sais? Puis là, là, ils mettaient la musique au bout à 6 heures le matin, puis on était rentrés à 1h30 du matin. En tout cas, faire une longue histoire courte, à un moment donné, on a lancé à Drummondville, dans les années 81, la marche du pardon, le vendredi saint. Et là, l'équipe qui faisait la marche du pardon, c'était tous des cursistes, moi je ne l'étais pas, et ils sont venus me chercher. Ils ont dit, on a besoin de toi, là, tu vas faire de l'animation, tu es bon là-dedans, OK. Puis après, de 2-3 ans, ils ont dit, Georges, on est tous des cursillos, tu devrais être cursillo. Moi, je ne voulais pas trop, laissez-moi tranquille. Ils me tapent ses nerfs, En tout cas, finalement, ils m'ont tellement chalé. Et on était, dans le cursillo, on est par table, des petites équipes par table. Puis nous autres, on était tannants. On avait du fun, tu sais. On riait, puis là, les autres étaient découragés, les responsables. En tout cas, finalement, à un moment donné, le samedi, c'était dans le parcours, la table, par table, on partait. Et puis, on allait prier ensemble. De coutume, c'est toute la grosse gang qui priait. Mais là, c'est juste la petite table, 6 ou 7. Et puis, il y avait quelqu'un de l'équipe qui venait avec nous. Et celui qui est venu avec nous, un gars bien ordinaire, un cœur en or, Bernard qui s'appelait, il y avait un magasin de pièces d'auto, mécanicien de formation. Alors, c'est lui qui est venu avec nous. Et Bernard, c'est quelqu'un de très, très, très affectueux. Alors, on était là, la gang de gars, parce que c'est rien, une semaine, c'est rien que des gars, l'autre semaine, c'est rien que des femmes. Alors, la gang de gars qu'on avait joké toute la semaine. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ici? Puis, alors, mon Bernard, il commence à prier. Il dit, nous autres, Seigneur, les gars, on se pense bien fin, puis fanfarons. Mais on n'est pas si fin que ça. Puis on a bien de la misère à se dire qu'on s'aime, puis qu'on s'apprécie. Puis là, je te demande d'être avec nous pour qu'on soit capable de se le dire. Puis là, il nous dit, si vous le voulez, là, on a passé la fin de semaine ensemble. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas « je t'aime » ? Puis là, il se tourne le plus jeune, qui avait peut-être 25 ans. Puis il donne la collade, puis il dit « Conrad, je t'aime ». L'autre, il part à pleurer, comme une madeleine. Il dit « Mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. » Moi, je te dis qu'on a arrêté nos jokes. Puis à partir de ce moment-là, on a embarqué dans la fin de semaine. Alors pour moi, tout ça, ça m'a marqué beaucoup. Et puis aussi de découvrir, parce que c'est un mouvement de laïcs, ça, c'est pas un mouvement de curé. Même quand on fait, il ne faut pas dire qu'on est des curés. Et puis, pour moi, ça a été de découvrir qu'on était... l'Église, c'est tout le monde, puis c'est des laïcs, puis c'est ensemble qu'on fait une Église. Pour moi, c'était un point marquant. Je peux t'en dire un troisième, rapidement. C'est en Papouasie. Moi, j'ai vécu des choses, là, je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin. Et entre autres, tu comprends, quand j'étais à Drummondville, on faisait beaucoup de montage audiovisuel. Hein? C'était avant des ordinateurs, puis des PowerPoint, ça n'existait pas encore, là. Hein? C'était la diapo. Hein? Puis les projecteurs Kodak, là, puis toutes ces bébelles-là. Et on faisait beaucoup de montage, puis nos diapos, puis on développait nos diapos, en tout cas tout ça. Puis là, moi, j'avais tout un réseau, je connaissais un paquet de monde. Tu avais besoin d'une ambulance, j'appelais un de mes chums qui était ambulancier. Il arrivait avec son ambulance, on faisait nos séquences. OK. Là, j'arrive en Papouasie, je connais personne. Ben,
je connais les missionnaires, tu sais, mais des fois, tu pars en patrouille ou tout ça. J'ai pas de ressources. On avait l'électricité quelques heures par jour. J'étais sans dessin. Tu sais? Je faisais des affaires stupides. Je me souviens, une fois, on revenait de patrouille, parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route dans la région où on est. Alors, c'est le bateau. C'est le bateau où on a eu longtemps un petit avion. Je cherche le nom, là. Un avion, un modèle canadien. Un avion à 5-6 places, là. En tout cas, peu importe. Et puis, alors on arrive, on revient. On revient de la patrouille. Moi, j'étais tout content. Je décide de sauter en bas du bateau. Hein, mais ce que nono, c'est que toute cette région-là, le lit de la rivière, c'est de la boue. Elle saute, puis je cale quasiment jusqu'aux cuisses. J'ai perdu ma paire d'espadrilles dans le fond du fleuve, tu sais. À vous dire, puis là, j'ai comme découvert ma pauvreté. Je te dis que quand tu quittes là, ton réseau, mon Dieu, que t'es niaiseux. Tu connais même pas la langue. Et j'allais dire des messes. De coutume, avec l'anglais, je me débrouillais à peu près partout. Mais il y avait des villages, ils ne parlaient pas anglais. Alors, il y avait un petit livre. Et là, il y avait la messe en motu. Et puis là, c'était marqué ici, consécration du pain. Je ne savais pas ce que je disais, mais je savais qu'il fallait que je lève l'hostie. Et je te dis, t'es-tu là niaiseux? Alors, pour moi, ça a été comme une expérience de pauvreté très forte, très intense. Il y a une autre affaire aussi que je termine avec ça, que tu me demandes. Justement, en Papouasie, j'étais à Kiunga, qui est un peu le centre important de la mission, et je faisais la veillée pascale. Et là, pour toutes sortes de raisons, il y avait des bébés qui avaient 2 ans. Donc, assez gros quand même, tu sais. Il y en a qui avaient 1 an, tout ça. Bon. Et comme on est d'un pays tropical, on baptisait par immersion, comme on devrait toujours faire, c'est-à-dire on plonge le bébé. Et là, on s'était fait un baptistère, on n'avait pas grand-chose, mais en 88, il avait découvert un gisement d'or et de cuivre. Et la compagnie nous donnait des gros barils en plastique. Alors là, on les avait décorés, des fleurs, puis des vignes, puis je ne sais pas quoi. Puis c'était ça qui était des fonds baptismaux. Et en tout cas, et là, c'était beau, tu sais, puis tous les petits-enfants assis à terre en avant, sur des nattes. Et puis on chantait, puis toute la liturgie. Puis là, on baptise. On baptise des petits papous qui devenaient des chrétiens, puis on chantait. Et là, spontanément, je ne sais pas trop où on était rendu, peut-être après le baptême, les petits-enfants se sont levés, puis on s'est tenus par la main, puis on a dansé la ronde autour des fonds baptismaux. Puis il y avait comme un climat de joie, puis c'était comme une gang qui fêtait la nuit de Pâques. Je trouvais ça m'avait beaucoup touché, puis je trouvais ça tellement vrai.